Et je vous le disais, donc, nous sommes en direct avec Olivia Grégoire. Madame la ministre, vous êtes là avec nous. Est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on vous entend? Vous êtes, je le rappelle, la secrétaire d'État. Voilà, vous êtes avec nous. Non, dans quelques instants, peut-être. Secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable. Eh ben, je vais commencer par présenter les fameuses jeunes pousses avec, vous l'avez vu à l'image, Sabrina Marquis, qui est la responsable de la boutique collaborative, une des fondatrices de la boutique collaborative, KSK, Kilo Store Kids, Sabrina Marquis. Bonjour, merci. Vous êtes à Pontet-sur-Garonne, hein, près de Toulouse, quelques kilomètres, et vous faites... pardon? Je ne vous ai pas entendu. Vous disiez? À Portet-sur-Garonne. Portet-sur-Garonne, avec mes excuses. Et en l'occurrence, vous recyclez des vêtements d'enfants au départ, mais pas uniquement. À vos côtés, on l'a vu, à vos côtés sur l'écran, bonjour Paul Duhan, vous êtes, Paul, un data scientist au départ, un informaticien, un data scientist, c'est votre métier, entrepreneur social, le président et cofondateur de Bias Impact, qui est une ONG qui essaye de proposer qui propose des solutions dans des domaines qui touchent au service public, par exemple l'emploi, avec Bob, une appli particulièrement célèbre aujourd'hui et qui sème dans le monde entier, et puis une autre appli aussi de tracing dans le contexte de la lutte de la pandémie, de la lutte contre le coronavirus. Et puis avec nous Marco Della Corte, vous êtes, bonjour, sur le plateau, vous êtes venu nous rejoindre, vous êtes de la région lyonnaise, vous êtes entrepreneur coopératif, donc co-créateur de plusieurs scopes avec quelques-uns de vos camarades. Vous avez créé d'abord un restaurant qui est locavore, enfin qui en tout cas a des produits de proximité, le court-circuit, comme son nom l'indique, à Lyon. Et puis un des équipiers est allé créer une autre coop pour fabriquer des bières, une petite brasserie, le Biéristan. Et puis vous vous êtes dit finalement, et on y reviendra, il faut aider ceux qui veulent essaimer créer leur propre activité de façon coopérative. Et puis pour ça, il faut les conseiller. Et vous avez créé une troisième COP qui est la Grenade, ou le Grenade, et qui est un groupe d'aide à la création. On y reviendra dans un instant. Alors je voudrais me tourner vers la ministre. Est-ce qu'elle est là? Je me tourne vers Bercy, puisque les réunions rendent les choses assez difficiles en ce moment, puisque nous savions d'ores et déjà qu'Olivia Grégoire, qui doit nous rejoindre, a des échéances particulières avec Matignon dans la journée. Elle est là avec nous. L'idée étant de croiser le regard entre sa vision, Madame la ministre, de l'économie sociale et solidaire et de l'action que le gouvernement mène pour essayer de l'aider aujourd'hui dans le contexte de cette crise, et puis celle de ceux qui sont à la manœuvre sur le terrain, les trois représentants d'ONG, d'associations, de COP qui sont présents parmi nous. Olivia Grégoire, bonjour, vous êtes là, je crois, avec nous. Je voudrais vous remercier d'abord de votre participation. La vision que vous avez aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, alors même que nous avons ces trois représentants de nouvelles unités, si j'ose dire, du monde de l'économie sociale et solidaire. Olivia Grégoire, je vous en prie. On vous entend pas. Nous n'avons pas le son en provenance de Bercy. Non, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je suis navré. On n'a pas de son venant de Bercy. Les deux autres liaisons fonctionnent. Donc, je ne pense pas que notre problème de son vienne d'ici. C'est un problème local du côté de Bercy, puisque vous êtes la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable dans l'univers des cabinets qui sont installés chez Bruno Le Maire à Bercy, en effet. Donc physiquement, vous êtes installé donc dans le 12e arrondissement de Paris, à Bercy. J'essaye de permettre aux techniciens du studio du ministère de rétablir la connexion pour qu'on puisse vous entendre. Madame Grégoire, on ne reçoit pas Bercy. Est-ce que vous êtes là? Olivier, non. Notre équipe technique ici nous dit que nous n'avons pas de modulation sonore. On a l'image, on ne vous entend pas, pas de son.
Alors, on va essayer de vous redonner la parole, Madame Grégoire, d'un instant à l'autre. Je voudrais demander, en leur priant de m'excuser, de voir déjà en partie présenter leur activité, bien sûr. Ils le feront peut-être mieux que moi, mais aux trois de nos intervenants, nos trois jeunes pousses, comme les a appelés Hugues Vidor, de nous expliquer en quelques mots l'originalité de leur activité aujourd'hui. Et je commence par Sabrina Marquis et KSK et la boutique collaborative dans le Lot-et-Garonne. Madame Marquis. Oui, bonjour. Déjà, alors merci de cette invitation, hein. C'est un honneur pour des structures, des petites pousses, comme vous dites, pour nous d'être associés à ce type d'événement, hein. Ça nous donne une visibilité et ça fait aussi entendre notre voix et nos activités et nos problématiques. Donc, pour parler de l'originalité, c'était votre question de cette initiative. Nous, on œuvre pour l'économie circulaire autour du réemploi de vêtements. Puisqu'il y a vraiment une transition écologique à amorcer sur ce point-là. On a une boutique associative, hein, clairement, qui est située donc en Haute-Garonne, à Portée-sur-Garonne, et on valorise au poids les vêtements et on place le consommateur au cœur de ce processus de réemploi. Et alors, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vous fonctionnez avec une boutique salariée. Au départ, c'était des vêtements pour enfants, mais vous voulez élargir votre activité. Tout à fait. Alors effectivement, on est en phase de développement, hein, puisque au départ, c'est une initiative qui est née après des conversations entre parents, hein, sur les notions de gaspillage et de surconsommation. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être soutenus par notre commune, donc Portée-sur-Garonne, et qui nous met à disposition des locaux pour exercer notre activité. Effectivement, on fait du réemploi donc de vêtements pour enfants et pour femmes depuis peu. Alors on manque d'espace, donc on restreint, mais on aimerait vraiment développer notre activité plus largement sur le textile, avec aussi peut-être une partie upcycling. Et en parallèle de ça aussi, on développe des ateliers de sensibilisation environnementale sur les impacts de l'industrie textile pour justement modifier en profondeur les mécanismes de consommation c'est indispensable. Et alors, dans le contexte de la crise actuelle, vous nous disiez que vous avez, par exemple, des difficultés, évidemment, avec votre modèle économique, et en particulier, par exemple, pour payer le loyer, d'où l'aide de la commune. Ce sera une des questions qu'on posera peut-être à Olivier Grégoire. Je crois l'avoir entendu. Est-ce que Bercy est avec nous? Voilà. Alors, Madame la ministre... Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Ça y est, on vous entend. Bienvenue. Non, Paul Duhamel, mais Paul, c'est une question de retour. Allez-y, Madame Grégoire. Alors, déjà, je m'excuse platement, Thierry Guerrier. On a tout fait pour faire les tests, donc je m'excuse absolument platement. Je vous en prie. De ces quelques minutes de retard. Je vous remercie déjà à l'UDES de me donner la possibilité de m'exprimer au sein de ce webinaire. Et je sais que c'est un peu à 48 heures de décalage, mais je tiens vraiment très personnellement à vous présenter à toutes et à tous mes vœux dans une année dont on espère tous qu'elle sera moins rude et un peu plus apaisante que celle qu'on a traversée l'an passé. Je sais, et Hugues Vidor sait que je sais, combien les femmes et les hommes qui aujourd'hui font vivre l'UDES, le médico-social, sont engagés, sont en première ligne, et vous pouvez compter sur mon soutien hier, aujourd'hui et demain. Je veux vous le dire avec beaucoup de sincérité, et sachez que vous avez toute mon écoute, au-delà de mon respect bien évidemment, et que c'est aussi le cas de mon ministre de tutelle, Bruno Le Maire, avec lequel j'étais jusqu'à maintenant. Et quand je lui ai dit que je vous parlais, il m'a dit de vous transmettre aussi son soutien et surtout son respect, compte tenu de votre implication dans les dernières semaines, derniers mois que nous avons vécu. Avec l'UDES, on croit ensemble, je crois que l'économie sociale et solidaire est une économie d'avenir. Je pense tout simplement, pour aller droit au but, que c'est l'économie de demain. C'est une économie à part, et l'UDES le sait, mais c'est aussi vraiment une économie à part entière qui aujourd'hui est en train d'inspirer l'ensemble de l'économie. Et d'ailleurs, les deux jeunes pousses qui sont en croissance, qui sont aujourd'hui
en plateau à nos côtés le démontre bien plus que tous les discours. On a dû... en fait, on doit admettre une chose, c'est que notre économie sociale et solidaire, elle est très résistante. Et je sais que dans les moments qu'on traverse, ce n'est pas forcément le cas de toutes les structures économiques. Et je suis assez impressionné par la résistance et l'agilité des structures d'économie sociale et solidaire qui, que ce soit au premier confinement ou au second, se sont adaptées, ont mis en place de nouveaux modes de production, se sont mis à disposition de la collectivité, souvent en faisant pivoter leur production, en fabriquant des masques, des visières. J'ai en tête notamment l'engagement des tiers-lieux. On travaille beaucoup avec France Tiers-Lieux et nombre des tiers-lieux français se sont adaptés au premier confinement pour contribuer à l'effort collectif et nous permettre à tous de pouvoir mieux nous protéger. Je veux dire combien le soutien de Bercy, mais beaucoup plus largement de l'ensemble du gouvernement, est extrêmement fort à l'endroit de l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, il y a la relance et elle nous occupe, mais on l'a souvent partagé, notamment avec Hugues Widor et ses équipes, avant la relance. Il y a d'abord l'urgence et il nous faut mener deux fronts, l'urgence et la relance. Au sein du plan de relance, c'est 1,3 milliard qui est mis à disposition de l'économie sociale et solidaire sur deux grands canaux. Je ne veux pas être trop exhaustive pour ne pas prendre trop de temps, mais je crois que c'est important de pointer que les deux grands canaux qui sont au sein du plan de relance à destination de l'économie sociale et solidaire sont des canaux qui démontrent que nous considérons cette économie comme une économie à part entière. Une économie à part entière, elle a plusieurs marqueurs, plusieurs fondamentaux, et notamment des capacités de financement, des circuits de financement, mais aussi une capacité à créer de l'emploi et de l'emploi durable. Aujourd'hui, dans le plan de relance, ces 1,3 milliard se déploient en deux grandes masses, à peu près 600 millions d'euros à destination du soutien de l'emploi, à destination des ressources. On en a souvent parlé, et d'ailleurs, je vous informe, vous le recevrez dans quelques jours, on est en train de le finaliser. J'ai fait un gros travail pour faciliter l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire aux 40 000 parcours emploi compétences qui sont au sein du plan de relance. Il y en a 80 000 qui sont budgétés pour plus de 400 millions d'euros. Et la moitié de ces parcours emploi compétences ont vocation à venir renforcer, aider, solidifier les ressources de nos structures d'économie sociale et solidaire. Souvent, Hugues Widor m'a alerté, et l'UDES m'a alerté à juste titre, en me disant, c'est bien de nous dire ce à quoi nous avons droit, mais c'est parfois très complexe, et je le sais, de parvenir à les activer parce que c'est des chemins, c'est différentes administrations, et donc nous avons mis une attention certaine avec mon cabinet ici à Bercy, au-delà de vous dire ce à quoi vous avez droit, surtout à aider les structures de l'économie sociale et solidaire à savoir comment activer ces ressources. Donc d'ici quelques jours, je le dis pour l'UDES et pour les équipes de Hugues, vous allez recevoir, on va vous soumettre pour d'abord le finaliser, et ensuite on partagera avec l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire un mode d'emploi très simple pour faire en sorte que les acteurs puissent activer des parcours emploi compétences. Je rappelle que les parcours emploi compétences dans les QPV ou dans les zones rurales sont pris en charge à 80% par l'État, et il est très important que l'économie sociale et solidaire puisse en bénéficier. Le deuxième grand axe du plan de relance, à l'endroit de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment le financement de cette économie sociale et solidaire dans les territoires, avec deux opérateurs qui sont des opérateurs très actifs aux côtés des porteurs de projets ESS, bien sûr la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi la BPI qui fait un effort certain avec son prêt d'honneur solidaire, je le rappelle parce qu'il est encore assez peu connu, ça fait quelques mois qu'il est en place, 130 millions d'euros de la BPI à l'endroit notamment des porteurs de projets ESS. Ça permet des prêts extrêmement simples à taux zéro allant jusqu'à 8 000 euros qui peuvent permettre de déclencher la mise en place d'une structure ESS. Donc en un mot, 1,3 milliard, deux bras armés, le financement de cette économie sociale et solidaire, mais aussi le renforcement des ressources. Cette relance, elle est en cours. 4 appels à projets ont déjà été déclenchés. 15 ont vocation à être publiés. Donc, il nous en reste encore 11, un peu plus de 10 à sortir dans les prochaines semaines.
Je tiens à vous dire très simplement que tous ces appels à projets se trouvent sur le site de Bercy. Je tiens à vous dire aussi qu'il suffit de taper économie sociale solidaire sur plan-de-relance.gouv.fr pour que l'ensemble des acteurs aient accès à l'ensemble des appels à projets. C'est important parce que je sais que les appels à projets sont parfois complexes. C'est difficile parfois pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'y répondre. Et donc, on a mis un soin tout particulier à faire en sorte qu'ils puissent bénéficier des ressources aussi. Pour mieux répondre aux appels à projets, nous avons notamment augmenté les dispositifs locaux d'accompagnement, DLA, qui sont bien connus, souvent des structures ESS et notamment des structures associatives, qui sont extrêmement importantes dans l'univers médico-social. Et donc, nous avons renforcé d'à peu près 30% le dispositif local d'accompagnement de quasiment 3 millions d'euros pour permettre justement aux acteurs de l'ESS d'être accompagnés en matière de ressources et de mieux répondre aux appels à projets pour bénéficier des financements. Et en même temps que cette relance, pour répondre à la relance, encore faut-il, pardonnez ma franchise, mais je suis sensible à ça, encore faut-il être encore debout et encore faut-il pouvoir être au-delà de la survie pour pouvoir répondre à ces appels à projets. C'est pourquoi, dès l'été dernier, j'ai mobilisé le Premier ministre qui a une attention toute particulière sur l'économie sociale et solidaire et nous avons mis en place une enveloppe supplémentaire de 30 millions d'euros. Je veux vous en parler une minute parce que c'est très important. C'est le guichet d'urgence ESS. 30 millions d'euros à l'endroit des petites structures employeurs de l'ESS, celles qui, jusqu'à 10 salariés, souffrent, merci infiniment de transmettre le visuel, souffrent parce que certaines n'ont pas eu accès au fonds de solidarité ou alors aux prêts garantis d'État et se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles en matière de trésorerie. Jusqu'à 3 salariés, vous pouvez bénéficier d'une aide directe. Je ne parle pas de prêt ici, je parle d'aide directe. Je parle, pour dire les mots, de subvention sonnante et trébuchante directe. 1 à 3 salariés, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 000 euros. 3 à 10 salariés, vous pouvez obtenir jusqu'à 8 000 euros. Je vous implore, et je le dis vraiment franchement, on a un problème de non-recours. L'UDES le sait. Prenez le temps d'aller voir sur Urgence ESS, notre site web. Vous pouvez bénéficier déjà d'un accompagnement de France Active, des dispositifs locaux d'accompagnement, mais aussi directement en 15 jours, d'une aide sonnante et trébuchante. Ça n'est pas un prêt. 15 jours pour obtenir une réponse. Vous aurez une réponse, que ce soit positif ou négatif. Et dans les 48 à 72 heures, les fonds arriveront. C'est très important que nous arrivions, nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, à faire passer ce message. Vous savez, Thierry Guerrier, les structures d'ESS, ce sont des structures des territoires. Je prends souvent l'exemple, 15% quasiment d'emplois salariés portés par des acteurs de l'ESS dans des régions très fortes comme la Bretagne ou comme PACA, mais 7% par exemple dans la région Île-de-France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ESS, c'est l'économie des territoires. C'est une économie qui vit et qui se déploie dans les territoires. Et donc, c'est très important qu'on fasse passer le message. Mon principal ennemi, au-delà de la Covid-19 aujourd'hui, c'est le non-recours. Et c'est parfois l'autocensure des acteurs de l'ESS qui se disent « ça ne doit pas être fait pour nous ». Alors, de grâce, tentez-le parce qu'il y a de fortes chances que ça puisse être fait pour vous. Et la meilleure façon de ne pas en bénéficier, c'est de ne pas la tenter. Donc, on a besoin de faire savoir tous ensemble, et je sais que l'UDES le fait de par ses réseaux, c'est important qu'on fasse savoir que ces aides, toutes les aides économiques sont à disposition des acteurs de l'ESS, et cette aide supplémentaire de 30 millions d'euros, elle doit être déployée dans les prochaines semaines. Hugues Vidor connaît mon énergie, j'étais à la commission des finances avant, et je ne lésinerai pas, si on arrive à décaisser ces 30 millions, j'irai de suite demander un supplément. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi de plaider si on arrive ensemble à décaisser ces 30 millions à destination des acteurs qui souffrent. Je ne vais pas je veux pas être trop exhaustive et prendre trop de temps. Je vais vous dire une dernière chose, c'est que comme cette économie sociale et solidaire, c'est une économie des territoires, il est important qu'en matière d'organisation aussi territoriale, on soit plus efficace. J'ai pas beaucoup d'ego dans ma pratique politique et donc je reprends les bonnes idées d'autres et parfois de prédécesseurs, notamment la belle idée qui avait été intégrée dans la loi de 2014 sur l'ESS qui concerne les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire les connaissent bien, l'UDES aussi. J'ai décidé de relancer
Les pôles territoriaux de coopération économique, ce sont des pôles qui permettent au niveau vraiment territorial, départemental, de rassembler à la fois les collectivités locales, les EPCI, des associations, des acteurs de l'ESS et des acteurs de l'économie traditionnelle pour répondre ensemble à des besoins du territoire. C'est vraiment l'organisation la plus agile qui est en matière de granularité, la plus adaptée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Depuis 6 ans, les PTCE étaient abandonnés, il n'y avait plus d'appel à projet pour les financer. Je m'apprête à lancer au mois de mars un appel à projet pour financer de nouveaux PTCE et pour aussi renforcer la capacité d'animation des pôles territoriaux de coopération économique. Donc, pôle de coopération territoriale au plus près du terrain, renforcement de l'accompagnement avec l'augmentation du DLA. Nous mettons tout en œuvre ici à Bercy pour faire en sorte qu'on puisse mieux accompagner les acteurs de l'ESS qui doivent résolument bénéficier des crédits de la relance. En un mot, et sans me répéter, je veux vraiment vous dire que je sais combien la période est difficile, et je crois aussi qu'il y a dans les ferments de cette crise, comme souvent, des marqueurs qui nous montrent aussi le chemin pour demain. Je pense qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire des pratiques en matière de partage du pouvoir, de partage de la valeur, en matière de lucrativité limitée, qui sont très inspirants pour le reste de l'économie. Je veux vous le redire, je le répète tous les jours à mes homologues, je lâcherai rien. Et je veux vous dire aussi, mais ça l'UDES le sait, je sais que c'est important pour vous et c'est bien normal. Nous sommes vraiment en interministériel sur ces sujets. Je porte aussi le sujet des revendications légitimes auprès d'Olivier Véran, mon homologue à la santé, sur le médico-social. Je sais les attentes de l'UDES et je veux vous redire très simplement aujourd'hui que vous pouvez compter sur moi pour continuer à porter ces revendications aussi fort que possible, malgré les difficultés qu'on traverse, compte tenu de l'engagement sans faille des acteurs du médico-social. Le pessimisme, il est d'humeur et on a le droit d'avoir l'humeur pessimiste. L'optimisme, il est de volonté. C'est pas moi, c'est Alain qui le disait mieux que moi. Je garde cet optimisme chevillé au corps. Tous les jours, j'ai de nouvelles raisons de croire encore plus à l'économie sociale et solidaire. On est en train, vous êtes en train, parce que vous ne m'avez pas attendu, de bâtir, je crois vraiment, l'économie de demain. Et donc, il faut que l'État soit à vos côtés. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 10% du PIB. Je crois vraiment que ça peut être 20 ou 30 dans les années qui viennent. Et je crois que vous portez un modèle qui parle à la nouvelle génération, qui parle à une jeunesse qui cherche du sens au-delà de la lucrativité, qui cherche de l'impact et de l'engagement. Et je crois que c'est auprès d'acteurs comme vous, avec des acteurs comme vous, qu'on est en train de bâtir ce qui est le ferment d'une économie peut-être plus responsable, en tout cas plus partageuse. Ça, j'en suis intimement convaincue. Encore une fois, merci. Comptez sur moi. Et l'optimisme, il est de volonté. Et je l'ai chevillé au corps en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire et les acteurs du médico-social. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Merci, Olivia Grégoire. Vos préoccupations, l'état d'esprit que vous venez de décrire, mais aussi les annonces que vous venez de faire sont, vous allez le voir, exactement au cœur des préoccupations de la vie quotidienne, des activités des 3 pousses, des 3 jeunes pousses qui sont avec nous, en effet, et des questions aussi qu'ils voudraient poser au pouvoir public. Alors, j'ai eu l'impolitesse de couper Sabrina Marquis tout à l'heure pour la ministre. Je vais vous repasser la parole. Ça a été souligné par plusieurs intervenants sur Klaxoon qui me l'ont fait remarquer. Je sais bien, mais nous avions aussi quelques exigences d'organisation à la fois techniques et protocolaires. C'était un petit peu compliqué. Sabrina Marquis, vous nous avez bien expliqué ce qu'elle était votre activité. Et au fond, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous dire en un mot le type d'attente que vous avez vis-à-vis des pouvoirs publics, au-delà même des annonces faites à l'instant par Olivia Grégoire?
Alors, en un mot, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de je vais essayer d'être concise. Ce qui est clair, c'est que nos initiatives, elles ont besoin de soutiens territoriaux et ce que disait, madame Grégoire est complètement juste. Nos économies, ce sont des économies de territoire et c'est ce dont nous avons besoin, de soutien, à la fois, politique avec une impulsion, donc de vraiment euh, engager une mutation économique des territoires en profondeur autour de l'ESS. Alors, parmi très concrètement, les soutiens que vous attendez, Oui. vous aviez l'exemple très précis du paiement, par exemple, de votre loyer, qui est un frais de structure. Et vous dites là, il faut que, quand une commune le fait et nous soutient, comme c'est le cas, à Portet-sur-Garonne, je me suis trompé tout à l'heure, en Haute-Garonne, eh bien, il faut pouvoir permettre à ces collectivités d'être dans la légalité et de pouvoir le faire. Et donc, comment les pouvoirs publics peuvent-ils aider les collectivités à soutenir les modèles économiques de nos associations, notamment par la prise en charge de tout ou partie des frais de structure? Voilà exactement une des questions que vous vouliez poser au pouvoir public. Je vais me tourner maintenant vers Marco Della Corte. Bonjour, alors, un mot, mieux que je ne l'ai fait peut-être tout à l'heure, nous rappeler votre activité et les sujets sur lesquels vous êtes impliqué aujourd'hui. En fait, je crois que c'est la fin de l'intervention d'Olivia Grégoire, c'est la question du sens au travail, notamment, qui nous a amené à créer un restaurant il y a une dizaine d'années. À l'époque, on était vraiment des jeunes pousses, entre 23 et 28 ans, pour les 4 cofondateurs, qui venaient absolument pas d'un secteur, du secteur de la restauration en termes de formation en tout cas. Mais on avait un point commun. On venait tous de secteurs très différents, avec des niveaux d'études très disparates aussi, entre nous 4. Mais on était tous dans une profonde crise de sens au travail, alors même qu'on était seulement dans notre premier ou notre deuxième emploi. Mais on ne voyait pas de solution à moyen terme, même en changeant d'emploi. Depuis, j'ai vu qu'il y avait ce mot de brown-out qui avait été inventé pour la démotivation à cause de cette perte de sens. Et je voudrais juste en dire un mot pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. De cette perte de sens au travail, elle est sur 3 dimensions. La première, c'est que, tout simplement d'une manière très logique, beaucoup de personnes, et notamment des jeunes, même si j'aime pas trop ce mot, qui peut être un peu discriminant, ont du mal à comprendre ne serait-ce que le pourquoi de leur mission aujourd'hui, tellement les entreprises sont devenues complexifiées et en silo avec le commercial, le technique, les cadres, les ouvriers, etc. Et la production, où on est, et tout est exactement, on est un peu perdu dans les rouages d'une grande administration ou d'une grande entreprise. Et même parfois, dans une petite entreprise, on ne voit plus le résultat concret de son travail. Il y a une deuxième quête de sens qui posait énormément de problèmes. Vous savez que du coup, on était la première génération qui avait entendu parler à l'école de réchauffement climatique et des enjeux énormes que cela posait. Et on est arrivé sur le marché du travail et je pense qu'on a eu un décalage assez extraordinaire où on s'est rendu compte, sans trop être méchant, que c'était un peu l'âge de pierre encore de ce niveau-là, et que le peu d'employés... Dans l'entreprise elle-même. Dans l'entreprise et même dans certaines administrations, et je parle d'il y a 10 ans, ça a bien évolué, mais quand même, on est parti de très très loin quand nous, on s'est pris ce choc-là quand on est arrivé. Et donc, il y a une troisième dimension, du coup, c'est celle qui est celle de la place qu'on pouvait avoir justement à la fois dans l'organisation de notre travail. Ok, ça peut être mal organisé, mais est-ce que moi, en tant que jeune ou en tant que salarié tout court, je peux avoir mon mot à dire et proposer de changer les choses dans l'organisation de mon travail? Et deuxièmement, sur cette quête de sens des finalités, la question c'est, est-ce qu'on peut changer les finalités? Est-ce que dans mon entreprise, je peux apporter démocratiquement un changement? Alors ça, c'est les questions auxquelles vous étiez confrontés quand vous démarrez dans l'activité, dans l'entreprise classique, je dirais. Exactement. Et là, cette prise de conscience vous amène à faire un autre choix qui est de rejoindre l'univers de l'économie sociale et solidaire. En quoi est-ce que ça rejoint notre débat aujourd'hui et les questions que vous voulez poser au pouvoir public? C'est-à-dire qu'au fond, vous dites, nous répondons à la question de la quête de sens et il faut nous aider pour ça. Comment? Exactement. Eh bien, parce que justement, le métier qu'on a choisi, alors il a été bien sûr lié à des aspirations personnelles qui n'avaient rien à voir avec notre parcours, mais qui avaient à voir avec d'autres choses que notre formation. Restauration, brasserie. Exactement. D'ailleurs, voilà, c'est un petit peu problématique au niveau du sens en ce moment. Mais déjà, pour ces 3 dimensions, ça apporte une réponse. Le premier,
c'est que donc, le métier en lui-même, c'est un métier artisanal dans lequel on n'oppose pas l'intellectuel et le manuel, ce qui aujourd'hui est vraiment, je pense, un gros problème. Et la deuxième chose, c'est qu'on maîtrise individuellement, en tant que personne qui travaille dans cette entreprise, absolument toutes les étapes d'un produit, de la conception d'une recette, de son imagination, jusque, je dirais presque aux commentaires qu'on doit recevoir et auxquels on doit répondre du consommateur. Du consommateur. Ouais. Et donc, on a vraiment un sens, donc on comprend si j'ai bien travaillé, j'ai des bons commentaires, etc. Parfois, c'est injuste, mais bon, c'est le jeu. Deuxièmement, sur la question de la finalité, on s'est dit on va créer une scope de la restauration, mais qui aura vraiment pour but, en fait, de participer à cette transformation écologique de l'agriculture dont parlait tout à l'heure votre intervenant de la FNSEA, de travailler uniquement en circuit court, uniquement avec des produits bio, locaux et dans une logique d'équité sociale, c'est-à-dire sans en faire un produit marketing où on allume le consommateur, mais au contraire, on n'en parlait presque pas de notre politique d'approvisionnement. On essaie d'être au plus proche, mais par contre le plus vertueux possible. Et ça s'est traduit également par notre fournisseur d'énergie, mais jusqu'à notre mobilier où on a arrêté d'utiliser des choses industrielles. Et troisièmement, du coup, c'est le plus important, c'est notre mode d'organisation qui permet en fait à chaque individu qui rentre dans notre structure d'avoir son mot à dire et sur l'organisation et sur les finalités. Alors, pardon, mais je vous pousse un peu, Marco, mais au fond, ça, c'est les réponses positives que vous apportez à ceux qui viennent faire équipe avec vous, vos salariés, vos équipiers, qui vont eux-mêmes peut-être essaimer et créer une scope. Quel est le sujet, quelle est la question que ça pose à votre avis aujourd'hui, ou l'obstacle que vous voulez lever, et vous vous dites qu'il faut interpeller les pouvoirs publics pour qu'on aille plus loin, puisque nous sommes une réponse à la quête de sens. Alors justement, effectivement, nos scopes, elles créent de l'utilité sociale à travers ce deuxième objectif de sens écologique et social. Mais en fait, ce qu'on aimerait porter auprès de la ministre, mais aussi des élus territoriaux qu'on a vus tout à l'heure, c'est qu'il faut reconnaître que c'est cette organisation du travail, cette organisation de démocratie, en fait, qui est le fondement en fait, de l'ESS. Olivia Grégoire rappelait la loi 2014. Le fondement central de l'économie sociale et solidaire, c'est une économie fondée sur une gouvernance démocratique. Et c'est que en fait, cette gouvernance démocratique qui est extrêmement complexe, mais qui est extrêmement positive en termes d'impact qu'elle peut avoir indirectement, en fait, il faudrait que ça puisse être reconnu en soi comme une source d'utilité sociale et donc qu'on puisse être aidé, pour revenir quand même à la question financière aussi, mais aussi pouvoir être reconnu comme utilité sociale quand des fondations veulent nous aider sur cette question-là. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas possible et vous devriez pouvoir le faire. Aujourd'hui, dire qu'on est leader en termes de démocratie du travail, tout le monde nous dit que ce n'est pas spécialement intéressant, il faut s'occuper des populations fragiles, il faut résoudre des problèmes, ce qu'on fait indirectement, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous ne répondez pas a priori à une demande sociale spécifique et donc on dit mais il ne serait donc pas bénéficiaire de certaines aides, vous vous dites non, c'est pas vrai, de façon totalement a priori indirecte, mais en vérité très concrète, nous répondons à cette quête de sens. Et donc la question, oui, il faut que je puisse passer la parole à Paul Dehaene aussi, pardonnez-moi, mais c'est la règle, vous êtes trois. Votre question c'était comment, et la ministre est encore là, je sais, avec nous, et donc elle entend cette seconde question, elle le note au moins, même si peut-être nous n'aurons pas le temps de lui permettre de répondre, mais comment les petites scopes, par exemple, comme le Grenade, ou ce bar-restaurant que vous évoquiez, le court-circuit, peuvent-ils accéder à un statut d'acteur reconnu d'utilité sociale? Voilà la deuxième question. Alors, je me tourne vers Paul Dehaene, Bias Impact, tout le monde ne connaît pas cette à la fois ONG spécialisée dans la tech for good, comme on vous surnomme. Paul Dehaene, vous êtes un data scientist assez célèbre dans l'univers des geeks aujourd'hui et de ceux qui essayent justement d'apporter des solutions technologiques à l'univers du service public, notamment de l'intérêt général. Paul, sur quoi vous voudriez insister aujourd'hui dans ce que vous réalisez, lutte contre la pandémie ou recherche d'emploi, et sur le sujet que vous voudriez poser au pouvoir public? Pour l'organisation de l'événement. Bonjour Madame la Ministre et Thierry, c'est un plaisir de vous revoir. Alors effectivement, moi j'aime beaucoup la façon dont Marco a introduit le sujet. Enfin, tout part d'une question de quête de sens. Donc juste pour rappeler rapidement la mission de Bias Impact, c'est effectivement de donner du sens à la technologie. Donc nous,
On travaille sur des sujets d'intérêt général, donc comme par exemple sur l'emploi avec Bob, où on a pu accompagner 250 000 personnes en recherche d'emploi à l'aide d'algorithmes qui peuvent permettre de faciliter un accompagnement personnalisé pour chacun. Donc tout ça évidemment de manière gratuite, de manière open source. Et pour nous, ça c'est un des exemples de ce qu'on appelle un service public citoyen, c'est-à-dire en fait, on travaille en tant qu'entrepreneur citoyen à des solutions qui finalement touchent à des sujets de service public. Et d'ailleurs, même dans la réalisation, dans la façon de le réaliser, c'est-à-dire dans le côté l'attachement aux valeurs publiques, du service public, par exemple l'universalité, la gratuité, et ainsi de suite, on essaye de coller au plus proche des principes du service public. Et d'ailleurs, on collabore avec l'administration là-dessus. Et ça, c'est un fil rouge qui sous-tend beaucoup de nos activités. C'est exactement ce qu'on a fait également avec Briser la chaîne pour lutter contre la pandémie. Donc on a créé une application qui permet facilement et de manière privée aux individus qui ont eu un test positif au Covid de se souvenir de qui ils ont pu croiser à l'aide d'aide-mémoire et d'intégration avec leur téléphone, mais le tout sans partager aucune information. Et ça, aujourd'hui, c'est un outil avec lequel on a pu faire un partenariat avec l'assurance maladie, et qui est donc utilisé par aujourd'hui à peu près un tiers de tous les cas contacts, de toutes les personnes positives en France, tous les jours, et qui fait remonter des dizaines de milliers de cas contacts en France. Le fil rouge qui sous-tend en fait tous ces projets, c'est cette collaboration entre l'initiative qui vient des citoyens, qui vient de la société civile, et l'administration. Et donc le point sur lequel j'aimerais interpeller Madame Grégoire, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'aides qui existent, il y a des dispositifs, mais globalement, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette collaboration entre société civile et État pour non seulement la réalisation des projets, mais aussi leur diffusion à l'échelle. C'est grâce à ce type de collaboration qu'on a pu atteindre l'échelle qu'on a, par exemple, avec Briser la chaîne. C'est via ce partenariat qu'on a avec l'assurance maladie. Mais ce type de partenariat est encore aujourd'hui très difficile à avoir parce que aujourd'hui, les dispositifs n'existent pas forcément. Il n'y a pas forcément de personnes référentes, de personnes contacts. C'est-à-dire que si on est un entrepreneur citoyen et qu'on a une idée ou une solution et qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir la déployer auprès de l'assurance maladie. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment le faire. Nous, on a la chance d'être établis depuis un certain moment, d'avoir pu constituer notre carnet d'adresses. On commence à pouvoir avoir les moyens aussi de pouvoir déployer nos solutions à l'international, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui, à mon avis, manque d'une filière et qui pourrait être structuré. Donc voilà, si j'ai un point sur lequel j'aimerais donc interpeller donc non seulement Madame Grégoire, mais aussi l'audience, c'est comment est-ce qu'on peut créer ces dispositifs qui font que cette collaboration est aujourd'hui pourrait être non seulement l'exception, mais demain la norme. Et pour donner un petit exemple de ce qui peut être possible, dans le domaine purement tech, purement capitalistique, la French Tech a créé le programme French Tech 120, qui fait que sur critères purement financiers, si on a une valorisation d'au moins 1 milliard, par exemple, on peut avoir accès à des interlocuteurs privilégiés au sein de l'administration et aussi des formes de procédures simplifiées pour la commande publique. Donc ça, en soi, c'est génial pour celle-ci, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce type de dispositif, non pas sur critères financiers, mais sur critères d'impact? Alors, compliqué de répondre. Il va falloir que je vous réponde, sinon il faut que je parte, en fait. Merci. Alors, je vais aller assez directement aux réponses, si vous m'autorisez. Mais je vous en prie. Madame Marquis, je vais vous donner une adresse très simple qui est valable pour l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et ils le savent. Cette adresse vous permet d'être en lien direct avec mon cabinet. On n'est que 7, mais on bosse, et va vous permettre on va vous répondre sur le sujet du foncier que vous soulevez, qui est un sujet intéressant. Je pense que c'est possible avec les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique. Et je pense que c'est un peu complexe d'exposer le point aujourd'hui. Et donc, mon collaborateur qui est à mes côtés va vous transmettre, je vais le faire d'ores et déjà, une adresse qui arrive directement chez nous. L'ensemble des acteurs de l'ESS le savent, je suis mobilisable sur toutes les questions. Donc, écrivez-moi et on va vous répondre. Il y a des pistes et j'aimerais pouvoir vous aider. infocovid.ess@cabinet au pluriel .finance au pluriel .gouv
Je sais que certains se gaussent parce que l'adresse est complexe. C'est le jeu quand on écrit à Bercy. Je n'y peux rien, c'est le nom de domaine. En attendant, vous aurez une réponse. Et votre question se pose, j'y travaille ardemment. Et l'UDES redonnera l'adresse. J'entends beaucoup d'interpellations. Vous savez, ça fait depuis 2017 que je me suis engagé en politique. J'ai porté une petite loi qui s'appelle la loi Pacte. Et aujourd'hui, je suis au service de l'impact. Cette loi Pacte, j'entends qu'on interpelle beaucoup. Je trouve aussi intéressant qu'on utilise peut-être des dispositifs qui existent déjà avant de m'en proposer de nouveaux. Parce que il y a une problématique dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on est très très bon pour demander de nouvelles choses, mais moins bon pour utiliser celles qui sont en place. Et politiquement, c'est important. Moi, j'ai un portage politique. Je me bats pour les acteurs. On est d'autant plus légitime à demander de nouvelles choses quand on a aussi utilisé un certain nombre. Je vais y revenir et donner quelques exemples. Pour la quête de sens que vous avez à diverses reprises pointée, je veux quand même vous rappeler que c'est au sein de cette loi Pacte qu'au sein du chapitre 3, on a quand même bâti la raison d'être, les sociétés à mission, les fonds de pérennité économique, que ces appellations ne sont en rien l'avatar uniquement de l'économie traditionnelle et que les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent s'en saisir. On a à peu près une centaine aujourd'hui d'entreprises à mission en un peu moins d'un an dans notre pays, ce qui n'est quand même pas si mal, qui plus est dans un contexte difficile. Beaucoup d'acteurs, comme je l'espérais d'ailleurs, ne sont pas des grands corporates. Et c'est important, Thierry Guerrier, de le dire. Les 2/3 des entreprises à mission dont je parle sont des TPME. Donc il y a aujourd'hui un véritable mouvement de fond d'ailleurs, que ce soit dans l'économie traditionnelle comme dans l'ESS. Votre dernier intervenant l'a rappelé, il faut établir des ponts, que ce soit avec d'ailleurs les services publics comme avec le reste de l'économie. Aujourd'hui, au sein de la loi Pacte, différents outils sont à votre disposition pour faire en sorte qu'on affirme le sens et qu'on porte le sens. Au niveau de la gouvernance, je veux vous dire, monsieur Scope Le Grenade, pardonnez-moi, je n'ai que le nom de votre structure. Super. D'abord, vous avez fait un super choix. Je veux vous dire que les SKIC et les CAE, je pense sincèrement que ce sont des modèles d'avenir. Et vous avez eu totalement raison dans ce que vous avez dit sur la gouvernance. Les coopératives d'activité et d'emploi sont des formidables structures en termes de modélisation pour faire en sorte que la voix du salarié soit, au-delà de la cosmétique, au cœur des choix stratégiques. C'est parce que j'y crois que j'ai missionné l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales pour justement me faire des propositions pour renforcer les CAE et les SKIC qui souffrent encore 7 ans après la loi, de certaines faiblesses au niveau réglementaire et juridique. On doit mieux les encourager et on doit plus les protéger. J'ai aussi fait en sorte, je veux le souligner, de faire en sorte que les CAE et les SKIC soient totalement éligibles à l'ensemble des aides économiques que nous apportons aux acteurs de l'économie traditionnelle. Ça n'était pas le cas lorsque j'ai été nommé fin juillet. Ça a été une des priorités qu'on a assignées avec le cabinet en août. Et depuis début octobre, l'ensemble des CAE et des SKIC sont parfaitement éligibles aux aides de l'État. Vous voyez, il y avait encore de l'amélioration à apporter et je vais en porter encore, je vous le dis, monsieur, si vous souhaitez. Pareil, mon cabinet suit la visioconférence. C'est passionnant pour nous d'écouter et d'auditionner des gens comme vous pour justement venir enrichir la mission qu'on a fixée à l'Inspection générale des finances pour consolider votre modèle auquel nous croyons très fort ici à Bercy. Je veux vous dire aussi, et c'est notamment pour Tech for Good, évidemment, je pense que c'est important qu'on puisse établir des collaborations entre la puissance publique et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, vous êtes un bel exemple, Tech for Good, parce que vous n'avez pas spécifiquement le statut ESS. Vous êtes, je crois, une SAS. Vous êtes une entreprise de type statutaire, si je ne me trompe pas, classique, mais dont l'activité, dont la mission, dont le travail du quotidien est résolument dans le périmètre de l'impact économique, social et solidaire. Votre modèle est en ce sens très intéressant et d'ailleurs, vos dernières levées démontrent que c'est un modèle d'avenir. Évidemment, on doit collaborer plus. C'est pour ça que j'ai mis en place les contrats à impact. Je sais que c'est assez nouveau. Je sais que comme tout ce qui est assez nouveau, c'est assez complexe, mais ça mérite qu'on le regarde. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que vous dites, Tech for Good. Moi, ce que je fais, c'est que je dis, sur chaque contrat à impact, il y a 10 millions d'euros d'engagement, et s'il faut plus, j'irai chercher plus. Pour faire quoi ? Pour passer à l'échelle, avec le financement de l'État,
des solutions qui fonctionnent dans les territoires. Vous avez une solution qui fonctionne au service, par exemple, de l'égalité des chances économiques, pour faire en sorte que nos jeunes éloignés de l'emploi puissent plus facilement trouver un boulot ou une formation. Eh bien, vous pouvez répondre à l'appel à projet des contrats à impact. Et là, l'idée, c'est que la puissance publique, avec des investisseurs, je ne veux pas être trop longue, mais va vous aider à passer à l'échelle sur plusieurs régions, voire sur la France entière. Et l'État, si votre impact social, solidaire ou environnemental est au rendez-vous, prendra en charge l'intégralité de l'investissement. Ça démontre bien l'état d'esprit dans lequel je me place ici à Bercy, c'est-à-dire j'essaye de trouver tous les voies et moyens pour faire en sorte qu'on puisse plus collaborer et pour faire en sorte que les projets qui sont sur les territoires et qui servent une économie plus responsable, à partir du moment où ils démontrent qu'ils ont un impact, ce qui est votre métier au quotidien, à vous trois, vous le démontrez, puissent avoir l'aide de l'État pour pouvoir passer à l'échelle au niveau national. Je crois vraiment à ces collaborations et je crois que l'État est absolument légitime à investir dans des solutions qui, sur les territoires, ont démontré leur efficacité et leur impact. Donc, les contrats impact ne sont peut-être qu'un symbole, mais ils sont très importants. Et je vais vous dire d'ailleurs, puisqu'on m'avait dit que ça ne marcherait jamais, que le premier fonctionne bien. Et je suis heureuse de voir que les acteurs de l'économie sociale et solidaire commencent à arrêter la censure. Souvent, j'ai eu des acteurs qui me disaient, moi j'ai un projet à 500 000 euros, à 600 000 euros. Souvent, je leur ai dit, comme vous le savez, la coopération, elle est au cœur de l'ESS. Alors, mettez-vous ensemble. Et au lieu de me présenter un projet à 600 000 euros, présentez-nous un projet à 1,5 million. L'État sera au rendez-vous. Eh bien, je veux vous dire, Thierry Guerrier, on m'avait dit ça ne marchera jamais. 6 mois après mon accession à ce poste formidable au service des acteurs de l'ESS, j'ai des appels à des projets qui m'ont été présentés qui sont pour la plupart au-delà de 2,5 millions d'euros. C'est vous dire si on est en train de casser cette autocensure et si la confiance est en train de se déployer de grâce, c'est une bonne nouvelle au sein de cette économie sociale et solidaire. On doit se saisir de ces contrats à impact parce que c'est aussi vraiment un pont qui permet à l'État de travailler main dans la main avec des acteurs dont les solutions fonctionnent. Pour le reste, c'est très simple. Vous avez des idées, vous avez des projets. Vous pensez que le Pôle emploi, vous pensez que l'assurance maladie, vous pensez qu'ici à Bercy, ça pourrait nous bénéficier. Eh bien, moi je suis au 5e étage, 139 rue de Bercy, infocovid.ess@cabinet.finance.gouv.fr. Venez me voir, ou moi je viens vous voir, je me déplace toutes les semaines, et très simplement, on en parle. Je suis vraiment là pour être au service justement de ce rapprochement à la fois de l'ESS avec l'économie traditionnelle, mais aussi de l'ESS avec les pouvoirs publics. Je suis très accessible, à votre entière disposition. Tous les jours, je vois des acteurs. Et si vous avez des idées, j'ai un message. Venez me voir, c'est très simple. Mon agenda, il est fait pour vous. Et vous êtes mon inspiration du quotidien. Et j'ai une énergie suffisante pour pousser les projets dans l'ensemble de l'administration et de la puissance publique. Donc, n'hésitez pas. Croyez en vous. Moi, je crois en vous. Continuez à m'interpeller, mais servons-nous aussi de ce qui a été fait. Vous voyez, on parle peu de fiscalité ce matin. Je sais que ce n'est pas toujours très glamour, la fiscalité, mais c'est là aussi qu'on fait bouger les lignes. On a fait des choses fortes dans le PLF l'an passé. On a fait des choses pour étendre la hausse du taux d'imposition IR-PME aussi pour les acteurs de l'ESS. On a fait des choses aussi pour inciter fiscalement à l'investissement dans des entreprises agréées ESUS via le volet solidaire de l'IR-PME. Et je travaille aujourd'hui au renforcement des fonds 90-10, mais je resterai là-dessus. Le fléchage de l'épargne salariale vers des fonds d'ESS, vers des fonds ESUS, qui doivent respecter des quotas d'investissement donc dans les entreprises d'utilité sociale. Aujourd'hui, vous savez quel est mon principal frein? J'attends une étude de la Banque de France, mais je peux présager d'une partie de ses conclusions. Quel est mon principal frein pour augmenter la charge des fonds 90-10? C'est qu'on n'a pas forcément la demande en face pour investir. Donc, c'est très important d'utiliser aussi les dispositifs fiscaux qui existent et que parfois, au sein de l'ESS, et c'est un de mes combats du quotidien, oui, on n'utilise pas. Le non-recours est un vrai fléau. L'UDES le sait, on y a travaillé. Saisissons-nous de ce qui existe, notamment au plan fiscal. J'ai prorogé un certain nombre d'avancées et j'en ai même augmenté d'autres. Exemple, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu dans le plafond des 10 000 euros habituels
pour investir jusqu'à 3 000 € supplémentaires au bénéfice des seuls investissements dans les ESUS et dans les foncières solidaires. Peu de médias en parlent. Moi, mon boulot, c'est de vous le faire savoir. Saisissons-nous de ces dispositifs. Aujourd'hui, l'épargne est en train d'arriver au service de l'ESS. À nous de mettre les projets en face. Je crois en vous. On a besoin de vous. Et vous pouvez absolument compter sur moi. Merci Olivia Grégoire, merci Madame la Ministre pour ces éléments. Croyez bien que le rendez-vous est pris, que vous avez déjà 3 rendez-vous supplémentaires qui doivent trouver place sur votre agenda. C'est noté. Merci pour ce regard croisé très clair. Vous voyez, commentaire qui vient par Klaxoon et que je ne gère pas. Hein. Moi, j'ai juste les commentaires qui arrivent. Des témoignages intéressants et inspirants après un discours volontariste. Voilà ce qui est noté. Alors...